Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le 21e épisode de la série. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être d'étendre le système qu'on a commencé à l'épisode précédent dans lequel on a ajouté les armes. Aujourd'hui, on va ajouter des dégâts à ces armes et on va faire en sorte de pouvoir les utiliser concrètement, notamment contre notre intelligence artificielle ajoutée il y a quelques épisodes. On en profitera aussi pour ajouter des animations à cette même intelligence artificielle, puis on fera en sorte de compléter les conditions d'attaque de notre personnage, pour éviter qu'il puisse donner des coups avec son épée lorsqu'il ramasse quelque chose, lorsqu'il a l'inventaire ouvert ou lorsqu'il essaye de collecter des ressources. On va se lancer dans cet épisode juste après cette petite annonce importante. Je vous rappelle que tout le contenu que je produis et que je propose sur YouTube est entièrement gratuit et si c'est possible, c'est grâce au tipeur dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Si vous appréciez mon travail et que vous avez la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee et Utip, les liens sont en description. Ces plateformes sont très importantes parce que ce sont les revenus générés par les dons qui permettent à cette chaîne de continuer d'exister. Un grand merci donc à toutes les personnes sur la droite de l'écran et à toutes les personnes qui souhaitent les rejoindre. Et on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc on va rien avoir à importer avec un Unity Package, on va surtout faire évoluer tout ce qu'on a ajouté à l'épisode précédent. On va donc commencer par se rendre directement sur le joueur dans le script Attack Behavior, celui qui nous permet donc de lancer des attaques via notre personnage. On va commencer par ajouter un système de cooldown qui va nous empêcher de pouvoir spammer les coups d'épée à l'infini et dans un court laps de temps. On va donc pouvoir ajouter une booléenne en privé, qu'on va appeler isAttacking. Et dans la condition qu'on a ici, on va dire que on ne peut pas lancer d'attaque tant que isAttacking n'est pas à false. Évidemment, lorsqu'on ajoute un système comme celui-là, une fois que la condition est vérifiée, il faut directement passer la booléenne en question sur true. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que lorsque l'attaque est terminée, on veut repasser isAttacking à false. Plutôt que d'utiliser une coroutine, on va se baser sur les animation events dont on a déjà parlé. Donc on va créer une nouvelle méthode en public, attack finished, donc l'attaque est terminée. Et à l'intérieur, on va juste dire que isAttacking va repasser à false. Il faut donc qu'on aille appeler cette méthode depuis notre animation d'attaque. On va revenir sur Unity. On peut sélectionner le joueur dans la hiérarchie si ce n'est pas déjà le cas. On peut aller dans Window, Animation, Animation. Je vais mettre cette fenêtre en bas. Et sur la gauche, on va aller donc dans l'animation d'attaque de notre personnage, qui est du coup Melee Attack One-Handed. Et comme on l'avait fait la dernière fois, on peut se déplacer dans la timeline à ce niveau-là. Ça va directement jouer l'animation sur notre personnage dans la scène. On va se placer à la toute fin de l'animation, donc sur la dernière frame, là où on a les derniers points ici. On va cliquer sur le bouton qu'on a ici pour ajouter un animation event. Je vais assez vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble. Cet animation event, il est directement sélectionné dans l'inspector et là-dedans, on devrait retrouver tout en bas Attack Finished, donc la méthode qu'on vient de créer. Et on va déjà pouvoir aller tester ça. Donc on peut appuyer sur Play. On va ramasser notre arme dans la scène. On peut s'en équiper. Et du coup, on ne devrait pas pouvoir lancer des attaques tant que l'attaque précédente n'est pas terminée. Donc si je donne un coup, vous voyez qu'il n'y a pas de reset au niveau de l'animation. Très important pour ne pas effectuer des dégâts en boucle à notre intelligence artificielle. Justement, l'intelligence artificielle, il va falloir qu'on la configure maintenant pour recevoir les coups. Donc pour ça, on va aller sur notre ours qu'on a dans la scène. On va lui ajouter une boîte de collision, parce qu'actuellement il n'en a pas. Celle qu'on voit ici sous forme de cylindre, c'est le nav mesh. Donc on peut ajouter un nouveau component. Vous allez pouvoir ajouter un collider de la forme de votre choix. Pendant mes tests, je me suis aperçu que la sphère collider fonctionnait plutôt bien pour notre ours. Donc je vais la sélectionner. Je vais activer ici le Edit Collider et je vais pouvoir simplement tirer sur cette boîte de collision pour l'adapter un petit peu mieux à mon modèle 3D. On peut passer en vue isométrique. À savoir que cette boîte de collision, on va directement la marquer comme étant isTrigger. Donc elle permettra en fait uniquement de réceptionner les coups qui seront envoyés à l'intelligence artificielle. Donc si c'est pas parfait à quelques centimètres près, ça ne posera pas problème.
Pour nous faciliter la tâche du système d'attaque, on va marquer tous les éléments qu'on peut attaquer avec des tags et des layers, un petit peu comme on l'a fait pour les items. Donc sur notre ours ici, on peut aller au niveau de tag et on va en ajouter un nouveau. Donc add tag AI pour Artificial Intelligence. On revient sur l'ours, on peut lui remettre du coup le tag. Et dans layer, on va faire pareil, donc on clique ici, add layer, pareil, AI. Et une fois que c'est ajouté, on revient sur l'ours et on met le layer AI. On va nous demander si on veut changer le layer pour les enfants. On peut faire No this object only, c'est que le parent qui va être affecté par les coups, vu que c'est lui qui a également la boîte de collision. Et maintenant que notre intelligence artificielle elle est bien configurée et qu'on va pouvoir facilement la prendre pour cible, on va revenir dans notre script attack behavior. Plutôt que d'ajouter tout le code d'attaque ici dans la fonction update, on va l'ajouter dans une méthode à part, qu'on va appeler sendAttack, qu'on va pouvoir ouvrir. On va ajouter à l'intérieur directement un debug.log, ça nous permettra de savoir exactement lorsqu'un coup est envoyé. Et dans notre fonction update, lorsqu'on lance une attaque, du coup, on veut appeler sendAttack. Dans cette méthode sendAttack, on va ajouter un système de raycast, on va donc pouvoir tirer une ligne face à notre joueur lorsqu'on donne une attaque, et tous les objets qui vont être touchés par cette ligne et qui seront configurés pour pouvoir être attaqués, eh bien ils vont recevoir l'information qu'ils sont attaqués. Et on va donc pouvoir baisser leur point de vie, jouer des animations, ce genre de choses. Les raycasts, il me semble qu'on en a déjà un petit peu parlé, donc on va aller assez rapidement là-dessus. On va créer une variable temporaire hit, raycast hit, qui va contenir les informations de l'élément qui va être touché. On va vérifier si le raycast touche quelque chose, donc on peut faire un if physics.raycast, raycast qui va partir de l'objet actuel, donc de notre joueur, transform.position. La direction dans laquelle part le raycast, c'est vers l'avance, donc c'est la direction vers laquelle regarde le joueur. On va stocker l'information de l'objet touché dans hit, qu'on a créé juste au-dessus. Il faut qu'on définisse à quelle distance on peut attaquer avec notre personnage. Il ne faut pas qu'on attaque de trop loin ni de trop près non plus. C'est quelque chose qu'on va définir via une variable qu'on va ajouter là-haut, de type, alors qu'on va mettre en privé, de type float, et qu'on va appeler attack range, donc la distance d'attaque. On va mettre attack range ici. Et pour finir, il faut qu'on dise à notre système de raycast quels sont les éléments qui peuvent être touchés. Et on va faire ça via un système de layer. Donc là, c'est un petit peu comme on le faisait pour ramasser les objets finalement. On va ajouter également là-haut une variable en serialize field privé de type layer mask et qu'on peut appeler layer mask. Et qu'on va renseigner également dans notre raycast. Voilà notre raycast qui est configuré. Et à l'intérieur, on va pouvoir ajouter une autre condition par rapport à l'objet touché. On va vérifier si sa transform contient un certain tag qui est celui de l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, ce sont les seuls objets qu'on veut pouvoir toucher. Et si c'est le cas, on va afficher juste un message dans la console en disant AI hit. Donc on a réussi à toucher une intelligence artificielle, à l'attaquer. Notre système est en place, mais juste avant de le tester, on va ajouter de quoi afficher le raycast dans la scène. Ça sera plus simple pour nous de débugger de cette manière. C'est quelque chose qu'on va faire directement dans Update. On va ajouter une ligne qui n'a pas vocation à rester, elle permet juste de tester que tout fonctionne bien aujourd'hui. On va donc ajouter un debug.drawRay, ce qui va nous permettre d'afficher un raycast. Et ici, concrètement, on va reprendre toutes les informations qu'on a ajoutées dans notre raycast qu'on a là en bas. Donc on va dire que le raycast qu'on va afficher, il part de transform.position. Il va dans la direction transform.forward. On va multiplier la distance vers laquelle on envoie le raycast par la distance d'attaque, attack range. Et pour finir, il faut qu'on ajoute une couleur pour afficher ce raycast. On va plutôt l'afficher en rouge parce que c'est ce qui ressort le mieux. Donc c'est pas exactement la même ligne qu'on a ici, mais en tout cas on a les mêmes informations et du coup on va afficher concrètement la distance et la direction vers laquelle on envoie notre raycast. Donc vous pouvez sauvegarder votre script, revenir sur Unity, et dans Attack Behavior, on va renseigner une distance d'attaque. Pendant mes tests, j'avais mis
une valeur entre 2 et 2,5. Du coup je vais mettre 2,2. Dans un premier temps, on pourra adapter cette valeur si nécessaire. Donc si on voit qu'on tape de trop loin, il faudra la diminuer, et si on tape de pas assez loin, il faudra l'augmenter. Dans Layer Mask ici, on sélectionne AI, c'est le seul élément qu'on veut pouvoir toucher. Et juste avant d'appuyer sur Play, encore une fois pour se faciliter la vie, je vais aller sur Inventory, et dans la variable Content du même script, je vais directement m'ajouter une épée. Comme ça, j'aurai pas besoin de ramasser celle qui est par terre à chaque fois. Ça me permettra de gagner du temps. Et je vais dire que j'en ai une dans l'inventaire. Donc si j'appuie sur Play, que j'appuie sur I, j'ai directement mon épée dont je vais pouvoir m'équiper. Avant qu'on aille tester ce système d'attaque sur l'intelligence artificielle, on peut aller dans l'onglet Scène. Et au niveau de notre personnage, on devrait retrouver une ligne rouge qui part du bas du personnage et qui va vers l'avant, dans la direction vers laquelle il regarde. Donc si je me mets à l'envers, on peut voir que la ligne rouge, elle va effectivement toujours dans la même direction que le personnage. Cette ligne rouge, c'est le fameux debug.drawRay qu'on a ajouté. Concrètement, c'est notre raycast. Donc tout ce qui se trouve sur cette ligne, quand on va lancer une attaque, va prendre des dégâts. Ou du moins est susceptible de prendre des dégâts. Sauf que on a un petit problème de placement pour cette ligne, c'est que comme vous le voyez, elle part des pieds de notre personnage. Sauf que nous, normalement, on aimerait qu'il parte plutôt au niveau du haut du personnage. Pour pouvoir régler ça, on va ajouter un petit système de offset. Donc on va pouvoir revenir dans notre script attack behavior. On peut monter un petit peu et on va ajouter une variable serializeField privé vector3 qu'on va appeler attack offset. Et ce attack offset, on va pouvoir l'additionner à notre debug.drawRay et également ici à notre raycast transform.position plus attack offset. Donc mettez-le bien aux deux endroits. On va revenir sur Unity et on va aller essayer de placer proprement cet offset. Donc on peut appuyer sur Play, directement passer dans la scène. Et le but ici, ça va être d'augmenter sur attack offset la position Y. Et comme vous pouvez le voir, la ligne rouge va simplement monter. Comme je le disais, on veut à peu près placer cette ligne au niveau du haut du corps du personnage. Donc de là à peu près où viendrait le coup d'épée. Donc là où je l'ai placé actuellement, c'est pas trop mal, 1,31. Donc je peux arrêter le mode play et je vais indiquer ici dans attack offset sur Y 1,3, histoire d'avoir une valeur arrondie. Et du coup maintenant, l'attaque ne partira plus des pieds, mais bien du haut du corps du personnage. Ça nous permettra de donner des coups plus précis. Attention cependant à ne pas mettre l'attaque offset trop haut. Dans l'éventualité où votre ennemi est plus petit que la hauteur de l'offset, donc dans mon exemple, si j'ai un ennemi qui fait moins d'1m30, eh bien je ne pourrai pas le toucher, parce que l'attaque partira de trop haut. L'idéal serait donc de mettre une valeur entre 1 et 1,3 et ne pas aller au-delà pour éviter les mauvaises surprises. Et du coup, finalement, on peut aller tester, on va pouvoir aller se venger sur l'ours qui arrête pas de nous embêter pendant nos tests. Vous l'avez sûrement remarqué dans la console, j'ai de nouveau une erreur de Unity qui n'arrête pas de revenir, comme à l'épisode précédent, mais du coup, ça n'a rien à voir avec notre système, il n'y a pas de problème. Et du coup, si on vise notre intelligence artificielle et qu'on clique pour lui donner un coup, on devrait retrouver dans la console un message AI hit, comme quoi l'intelligence artificielle a bien pris un coup, ce qui veut dire que notre système est bien fonctionnel et qu'on va donc pouvoir passer à la suite. Tout est maintenant bien configuré. Alors c'est bien d'avoir un message dans la console pour savoir qu'on a touché l'intelligence artificielle, mais c'est encore mieux d'ajouter une indication visuelle pour notre joueur. On va donc ajouter une animation sur notre ours au moment où il va subir une attaque, au moment où il va prendre un coup. Cette animation, on l'a déjà dans le projet. On peut aller dans le dossier AI, Bear Animation, et on retrouve normalement Bear Get It from Front. On peut ouvrir ici la preview, glisser l'ours directement et appuyer sur play. Et du coup, on peut voir à quoi ça ressemble. L'ours prend un coup. Pour mettre en place cette animation, on peut sélectionner donc notre ours qu'on a dans la scène. On va passer dans son animator et on va simplement pouvoir glisser du coup l'animation qu'on vient de voir, Bear Get It from Front, que je vais simplement renommer en Get It. On va faire en sorte que l'ours puisse prendre un coup à n'importe quel moment. Donc on va faire ça depuis le AnyState. On va faire un clic droit, Make Transition vers Get It. Et il ne faut pas oublier que l'ours, il prend un coup, mais
il doit pouvoir repasser du coup en animation de mouvement. Donc on va faire une transition également depuis getIt vers movement. Sur cette transition, on veut que le asExitTime soit sur true. On veut finir l'animation avant de repasser en animation de mouvement. Et pour la transition qu'on a entre AnyState et getIt, il va falloir qu'on ajoute sur la gauche un paramètre. Donc dans Parameters, on peut ajouter un trigger qu'on peut appeler getIt. Et sur la transition, du coup, dans les conditions, on peut ajouter ici getIt. Maintenant que l'animator est configuré pour pouvoir jouer une animation où l'intelligence artificielle prend un coup, il va falloir qu'on lance ce processus du coup et qu'on appelle le paramètre getIt au moment où on veut jouer cette animation. Pour ça, on va se rendre du coup sur notre script enemy AI qu'on va pouvoir ouvrir. Et à l'intérieur, on va ajouter une méthode qui va être dédiée à la prise de dégâts. Donc un petit peu ce qu'on a en fait dans notre script player stat pour le joueur. On va faire la même chose pour l'ours. Donc on va créer une méthode en public, important parce qu'il va falloir qu'on l'appelle depuis attack behavior. On peut l'appeler take damage. Entre parenthèses, on va dire qu'on peut prendre un certain nombre de dégâts. Ça va être une variable de type float, damages. Et pour l'instant, à l'intérieur, on va faire qu'une seule chose, c'est animator.setTrigger getIt. Il faut maintenant qu'on appelle take damage depuis attack behavior. Donc on ne veut plus juste afficher un message dans la console ici. On veut récupérer le script enemy AI. On va le stocker temporairement en faisant it.transform.getComponent enemy AI. Et juste en dessous, on va faire enemy.takeDamage. Il faut qu'on précise un certain nombre de dégâts. Donc c'est une information qu'il va falloir qu'on ajoute sur nos armes, qu'on n'a pas encore. Pour l'instant, on peut juste mettre une valeur par défaut. On la modifiera de toute façon dans un petit instant. Et le debug, on va pouvoir l'enlever, vu que normalement maintenant, on devrait avoir une animation qui va nous indiquer que l'ours a pris des dégâts. Donc on peut sauvegarder, revenir sur Unity. On va aller appuyer sur Play. Le combat auquel on va assister, il va être assez intense parce que l'ours, il va me frapper et en même temps prendre des dégâts et jouer son animation de prise de dégâts. Donc on va avoir les animations qui vont un petit peu se chevaucher les unes sur les autres, mais c'est aussi un petit peu le but. Donc si je m'approche et que je lui donne des coups, vous voyez que l'ours il va jouer effectivement une animation où il met sa tête sur le côté, et du coup ça a l'air effectivement de plutôt bien fonctionner. Ça me permet également de vous montrer un petit bug. Là le personnage il est mort, mais au moment où il est mort j'avais le système de caméra qui était zoomé. Et pour rappel, lorsque notre personnage est éliminé, il y a le aim behavior qui se désactive, ce qui fait en fait qu'on se retrouve bloqué en mode visée. Donc ça c'est également un petit quelque chose qu'il va falloir qu'on gère tout à l'heure. Maintenant que notre ours il peut jouer une animation lorsqu'il prend des dégâts, eh bien il est temps de lui envoyer réellement ses dégâts. Avant toute chose, il va donc falloir qu'on ajoute sur nos items un certain nombre de points d'attaque. On peut donc se rendre dans le dossier script, puis dans item data, et un petit peu sur le même fonctionnement qu'on avait pour les armures, ici les armor points. On va pouvoir copier ces deux éléments, et on va ajouter attack stats, et du coup attack points. C'est tout ce qu'on a à faire. On peut revenir sur Unity, on peut aller sélectionner du coup les instances d'item data de type weapon. Donc chez moi elles sont dans item instances, puis equipments, et ici on a Iron Sword, sur laquelle du coup je vais pouvoir ajouter des points d'attaque. Par exemple ici je vais mettre 20 points. On va revenir dans notre script attack behavior, et du coup lorsqu'on appelle la méthode de prise de dégâts de l'ennemi, on va plus passer une valeur en dur comme on a fait ici pour l'exemple. On va accéder à Equipment System, dont on a déjà une référence au-dessus, donc c'est parfait. Et dans ce script se trouve une variable qui correspond à l'arme qu'on a actuellement équipée, Equipped Weapon Item, et du coup sur laquelle on peut récupérer très facilement Attack Points. On va pouvoir revenir du coup dans le script Enemy AI et on va compléter cette méthode Take Damage. On va maintenant réellement effectuer une prise de dégâts, donc une perte de points de vie pour notre intelligence artificielle. On va donc ajouter en haut du script, au niveau de stats, deux nouvelles variables, serialize field, max health
Et on va en créer une deuxième, comme on l'a fait pour le joueur en fait, qui va s'appeler current health, donc la vie maximale et la vie actuelle. Current health devrait être privé et non marqué en serialize field, mais juste pour les tests, dans un premier temps, on va la laisser afficher dans l'inspector. Un petit peu plus bas, dans la void awake, on peut dire que current health va être égal à max health, comme ça, par défaut, l'ours il aura tous ses points de vie. Et encore une fois, comme le joueur, on va ajouter une booléenne en privé, is dead, qui nous permettra de savoir si l'intelligence artificielle est en vie, auquel cas elle prendra des dégâts, et si ce n'est pas le cas, eh bien on va la laisser tranquille. Elle n'aura plus vraiment d'intérêt pour nous. Maintenant qu'on a ajouté ces trois variables, on va pouvoir compléter facilement take damage. Tout d'abord, on va dire que si is dead est sur true, alors on va simplement return. On ne veut pas lire la suite du code de take damage. L'intelligence artificielle, ça sert à rien qu'on lui fasse jouer une animation alors qu'elle est déjà éliminée. Évidemment, s'il y a des dégâts qui sont envoyés, il faut les prendre en compte. Donc on va retirer à current health le paramètre damages. Et ensuite, on va faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé après cette prise de dégâts? Est-ce que current health est inférieur ou égal à 0? Auquel cas, directement isDead va passer à true. L'intelligence artificielle, elle est éliminée, elle n'a plus de points de vie. Et auquel cas, on va vouloir également jouer une animation de mort pour notre intelligence artificielle. Bon, petite faute, mais c'est pas grave, on va l'enlever le commentaire de toute façon. Et il y a deux petites choses qui sont très importantes et à ne pas oublier lorsque l'intelligence artificielle est éliminée. On veut désactiver le NavMesh Agent pour qu'elle ne se déplace plus dans la scène. Donc dès le moment où elle est éliminée, on va directement bloquer les mouvements pour pas qu'il y ait de petits mouvements qui restent encore actifs. Donc on désactive l'agent et on va également faire un enabled égale false qui va désactiver ce script sur l'intelligence artificielle. Donc ça revient à faire un 10.enabled égale false, mais du coup le 10 ici est redondant. C'est pour ça que je ne le mets pas. Et ensuite, on va traiter via un else le cas inverse. Donc l'intelligence artificielle elle a pris des dégâts, mais elle n'est pas éliminée. Et dans ce cas, on va juste jouer l'animation où elle prend un coup. Donc on va déplacer ce qu'on a créé tout à l'heure avec le setTrigger getHit. On va aller ajouter cette petite animation de mort avant de tester tout le système. Ça va pas être très compliqué, ça va être assez rapide, vu que le fonctionnement va être un petit peu le même que pour getHit. Donc sélectionnez bien bear et dans l'animator, toujours, on va glisser l'animation de mort qui est fournie également avec l'ours qu'on a importé. Donc toujours dans AI bear animation, on a bear def qui est juste ici. On va pouvoir faire une transition depuis AnyState vers bear def et sur la transition, on va ajouter un autre paramètre, toujours un trigger qu'on peut appeler die. Et du coup, sur la transition ici, on ajoute la condition die. Et cette animation a la particularité du coup d'être un petit peu le bout de la chaîne. Une fois qu'on arrive dans cette animation, on y reste bloqué. On ne peut pas revenir sur movement ou quoi que ce soit d'autre. Lorsque l'intelligence artificielle est éliminée, elle est éliminée. Et du coup, on revient rapidement dans le script et là, on va jouer l'animation qu'on vient d'ajouter via animator.setTrigger et entre double quote die. Il ne faut pas oublier sur notre ours de lui préciser un certain nombre de points de vie. Alors current health, on n'a pas besoin de le préciser, ça sera automatiquement rempli. Mais il faut bien qu'on mette au moins un max health à 100. Et on va pouvoir appuyer sur play. Donc mon épée fait 20 points de dégâts, ce qui veut dire qu'en 5 coups, normalement, notre ours va être éliminé. Pour accélérer un petit peu le combat, je vais mettre 50 points de vie à current health. Comme ça, en 3 coups, ce sera réglé. On va y aller, on approche de l'ours. 1 coup, 2 coups, 3 coups, l'ours joue son animation de mort et il s'étale au sol. C'est vrai que je ne vous ai pas montré l'animation, mais du coup vous l'avez vu en direct. Et cet ours, du coup, il ne se déplace plus. Enemy AI est désactivé, comme vous pouvez le voir à droite. Le NavMesh Agent est désactivé également. Alors vous aurez peut-être remarqué dans la console une erreur. Vous ne l'avez pas forcément eu, ça dépend vraiment du timing. Chez moi, je l'ai eu, la raison étant que je vais pouvoir arrêter le mode play et double-cliquer sur l'erreur. Et c'est que dans Enemy AI et dans Attack Player, on fait un agent.isStopped. Sauf que vu qu'on a désactivé le NavMesh Agent, forcément on ne peut plus y accéder et modifier des éléments.
Juste pour éviter l'erreur, bien qu'elle ne soit pas vraiment problématique, hein, en soi on n'aurait même pas besoin de traiter le cas d'erreur. On peut juste dire que si le navMeshAgent est activé, alors on va faire le agent.isStopped. Et sinon on va juste pas lire la ligne, et du coup on n'aura pas d'erreur dans la console. On va pouvoir revenir sur Unity, et en soi le système de combat avec l'ours, eh bien il est terminé. L'intelligence artificielle va pouvoir nous effectuer des dégâts, mais on va également pouvoir lui en infliger avec des animations qui vont correspondre à différents cas. Je précise évidemment que ce système de combat, on pourrait l'emmener encore plus loin. On pourrait ajouter la possibilité de bloquer les attaques, de les parer, d'étourdir son adversaire, bref, on peut aller vraiment très très loin. Mais pour cette série, je vais m'arrêter ici. Je trouve qu'on a déjà traité pas mal de choses, et bien évidemment, libre à vous d'aller un petit peu plus loin en améliorant ce système si l'envie vous en prend. Très important, n'oubliez pas d'aller sur l'ours et de faire un override apply all parce qu'on a modifié pas mal de choses. Et il va nous rester une dernière petite chose à faire, ça va être de bloquer la possibilité du joueur de pouvoir frapper à certains moments. Je vais vous montrer à quoi je pense. Quand je m'équipe de mon épée et que je clique dans l'inventaire, vous voyez que derrière le personnage, il va donner des coups. Ça peut être assez désagréable, on n'a pas forcément envie de voir le personnage s'agiter derrière alors qu'on est en train de gérer nos items. Autre problème, c'est lorsqu'on ramasse un objet, on peut également lancer des animations où le personnage donne des coups, comme vous pouvez le voir. On va avoir le problème également lorsqu'on essaye de récupérer certaines ressources. Donc là, vous voyez que je peux donner des coups pendant que je coupais l'arbre. Donc il va falloir traiter ça. Décidément, cet ours ne veut pas me laisser tranquille. Et il y a une dernière chose que je veux vous montrer, c'est que lorsqu'on récupère des ressources, par exemple ici, le personnage il va avoir l'épée et la pioche dans la main en même temps. Alors qu'en réalité, on aimerait que lorsque le personnage il récupère une ressource, on désactive l'arme, on désactive l'épée, et on n'affiche que l'outil dans la main du personnage. On va pouvoir retourner dans notre script attack behavior. On va déjà pouvoir retirer le debug.drawArray, c'était juste pour tester, ou alors vous pouvez le mettre en commentaire si jamais vous souhaitez un jour faire évoluer ce système d'attaque, ça peut être bien d'avoir la ligne sous la main. Mais c'est surtout juste en dessous cette condition qui va nous intéresser. Actuellement, il y a déjà 3 conditions qui doivent être respectées pour pouvoir attaquer. Il faut qu'on appuie sur le clic gauche, il faut qu'on ait une arme équipée, et il faut qu'on ne soit pas déjà en train d'attaquer. Et comme vous l'avez vu, on va devoir en ajouter encore quelques-unes. Donc pas quand on ramasse un item, pas quand on collecte un arbre ou une pierre, ni quand l'inventaire est ouvert. Donc plutôt que de faire une condition très très longue à rallonge ici, on va déplacer tout ça dans une méthode à part. On va la faire un petit peu plus bas. Ça va être une méthode de type booléenne, vu qu'on va simplement retourner true ou false. True si on peut envoyer l'attaque, et false si on ne peut pas attaquer. On peut l'appeler can attaque. Et à l'intérieur, on va déjà mettre les 2 conditions qu'on a ici, donc le fait d'avoir une arme et le fait de ne pas être déjà en train d'attaquer. Et on peut return directement ces 2 conditions. Dans la méthode update, du coup, on peut mettre can attaque avec les parenthèses, et du coup, ça sera déjà un petit peu plus propre. Pour que ce soit bien clair, parce que du coup, comme je l'ai dit, on va avoir un certain nombre de cas ici, je vais ajouter un petit commentaire pour pouvoir m'y retrouver. Il faut qu'on ait une arme, donc avoir une arme équipée, et il faut ne pas être en train d'attaquer. On va commencer par traiter le cas de l'inventaire, parce qu'en fait, on a déjà fait une partie du travail. Donc on n'a pas envie de pouvoir donner des coups si l'inventaire est ouvert. Si vous vous rappelez bien, on a ajouté sur le script Game Manager un script qui s'appelle UI Manager. Et c'est un script qui va nous permettre de bloquer la caméra lorsque l'inventaire est ouvert. L'inventaire ou le panneau de craft ou l'item action panel ou le tooltip. Je vous avais expliqué que chez moi, j'étais pas trop fan du blocage de caméra quand l'inventaire était ouvert, mais ce script qu'on a créé a le mérite d'avoir un fonctionnement assez semblable avec ce qu'on a envie. On veut que lorsque l'inventaire est ouvert, ne pas pouvoir déplacer la caméra ou pouvoir donner des coups. Donc chez moi, je l'avais désactivé, je vais le réactiver, et je vais surtout le faire un petit peu évoluer. Donc on peut ouvrir ce script UI Manager. En soi, le fonctionnement va rester le même, mais je vais juste ajouter une variable à laquelle je vais pouvoir accéder depuis les autres classes, et à l'intérieur de cette variable, on va en fait indiquer si l'un des panels est ouvert. Je vais cacher cette variable dans l'inspecteur parce qu'on n'a pas besoin d'y avoir accès. Ça va être une booléenne en public que je vais appeler atleast one panel opened. Donc au moins un panel d'ouvert. Cette variable,
elle va être égale à la condition qu'on a ici. Donc s'il y a un des panels qui est ouvert, pour rappel on passe par link pour vérifier ça, alors cette variable elle va être sur true. Et du coup juste en dessous, je peux utiliser le nom de la variable. Comme ça, le fonctionnement de ce script il va vraiment pas changer, il fonctionnera toujours de la même manière, avec le blocage de caméra quand l'inventaire est ouvert. Mais maintenant, depuis les autres classes, on va pouvoir accéder à cette nouvelle variable atListOnePanelOpened, et notamment depuis notre système d'attaque. Du coup, on va dire que s'il y a un panel qui est ouvert, alors on ne peut pas attaquer. On peut aller dans Attack Behavior, on peut ajouter une petite ligne à notre commentaire, ne pas avoir l'inventaire ouvert, et en haut, on va ajouter alors déjà un header pour que ce soit un peu plus propre, references, et en dessous on va mettre, pour séparer un petit peu, configuration. Et parmi les références, du coup, on va ajouter le script qu'on vient de modifier, UI Manager, et on va pouvoir dire là en bas, dans notre condition can attack, qu'on veut ajouter un autre élément, UI Manager.atListOnePanelOpened, et il faut mettre surtout un point d'exclamation, parce que c'est lorsqu'il n'y a aucun panneau qu'on va pouvoir attaquer. On peut sauvegarder, revenir sur Unity, et sur notre joueur, player, sur la droite, il ne faut pas oublier d'ajouter le UI Manager. Donc, soit vous glissez le Game Manager, soit vous appuyez sur le petit bouton ici, vous allez dans l'onglet Scène et vous sélectionnez Game Manager, ça va un peu plus vite. On appuie sur Play, et du coup, si je m'équipe de mon arme, alors la caméra est bloquée du coup, mais surtout, tant que l'inventaire est ouvert, vous voyez que je peux cliquer comme je veux, il n'y a pas d'attaque qui va être envoyée. Mais si je ferme l'inventaire, je peux de nouveau attaquer. Ça va être pareil pour le système de craft, donc là le panneau de craft est ouvert, je peux cliquer autant que je veux, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà déjà un petit cas de traité, on va plus pouvoir attaquer lorsque l'inventaire est ouvert. On va maintenant passer au cas suivant, à savoir ne pas pouvoir donner des coups lorsqu'on collecte un arbre ou un rocher. Et ça on va pouvoir le faire assez facilement parce que j'avais déjà un petit peu prévu le cas à l'époque. Si vous vous souvenez bien, toujours sur le joueur, nous avons Interact Behavior, que nous pouvons ouvrir, et à l'intérieur, on retrouve une variable isBusy, qui correspond à l'état d'occupation du personnage. Pour simplifier, cette variable isBusy, elle va passer à true si on est en train de ramasser un objet, comme on peut le voir ici, ou lorsqu'on est en train de collecter un objet, comme un arbre ou un rocher. Du coup, on a juste à vérifier la valeur de cette variable. On peut donc la passer en public. Même principe qu'on a fait pour le UI Manager, on va revenir dans Attack Behavior, on va ajouter une référence à Interact Behavior, et tout en bas, dans la condition can attack, on va ajouter n, point d'exclamation, interact behavior.isBusy. Donc si le personnage n'est pas occupé, alors il va pouvoir effectuer une attaque. On va pouvoir sauvegarder, revenir sur Unity, il ne faut pas oublier sur Player du coup de renseigner Interact Behavior, donc comme avant, hop, c'est sur Player directement. Vous avez juste à faire le glisser-déposer ou la sélection, et du coup maintenant, si je me lance dans la récolte d'un arbre et que je fais des clics, on n'a pas d'attaques qui ont été envoyées. Il y avait juste les coups de hache qui ont été donnés par le personnage comme prévu. On a donc traité tous les cas dans lesquels on ne voulait pas pouvoir attaquer. Il y a une dernière chose qu'on va traiter, c'est celle que je vous ai montrée avant, c'est que lorsqu'on coupe un arbre, alors qu'on a une arme d'équipée, eh bien on va avoir l'outil qui va s'ajouter en plus. Vous avez vu, le personnage, il avait l'épée et la hache en main. Pour corriger ce bug visuel, ça va ressembler beaucoup à quelque chose qu'on a déjà fait. On peut revenir dans Interact Behavior, qu'on vient d'ouvrir à l'instant pour changer isBusy. Il va falloir qu'on importe system.link, dont on a déjà pas mal parlé. Le collection générique, on peut l'enlever, on n'en a pas besoin. Et on va avoir besoin d'ajouter deux références, donc je vais encore une fois ranger un petit peu, je vais ajouter un header, references. Et isBusy d'ailleurs, on va pouvoir le taguer en hide in inspector, on n'a pas besoin de le voir ou de le modifier. Et on a pas mal de variables ici qui traînent, qui sont en privé, du coup qu'on n'affiche pas dans l'inspector, et moi j'ai plutôt l'habitude de les mettre en bas, avant la première méthode, donc je vais juste les déplacer. Et à la suite des trois premières références qu'on a ici, je vais en ajouter deux autres.
une à notre système d'équipement. Il faut qu'on puisse savoir quelle est l'arme actuellement équipée. On peut l'appeler Equipment System. Et pour chaque arme ou chaque armure, comme vous le savez, on a une entrée qui est ajoutée dans un script qui s'appelle Equipment Library et qui va lier en fait notre instance d'item data au visuel qu'on a dans la scène. En l'occurrence, du coup, ça va être pour notre épée. Il faut qu'on puisse récupérer le visuel et l'afficher ou le désafficher lorsqu'on va collecter quelque chose. Donc, il va falloir qu'on ajoute une référence à Equipment Library. Maintenant qu'on a ces deux références, on va pouvoir descendre un petit peu au niveau d'une méthode qui s'appelle Enable Tool Game Object from Enum. Cette méthode, c'est celle qui permet d'afficher ou de désafficher l'outil au bon moment. Et donc nous, en fait, concrètement, ici, on va faire exactement l'inverse. Lorsqu'on va afficher un outil, on va vouloir désafficher notre arme, et lorsqu'on va désafficher l'outil, on va réafficher notre arme. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans le script Equipment. Alors chez moi, il est déjà ouvert, mais si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez simplement aller l'ouvrir. Et nous avons, dans la méthode Disable Previous Equipped Equipment, ce petit bloc ici, avec la recherche dans la librairie et ensuite une condition ici, si on a réussi à récupérer quelque chose. On va copier ça et on va le coller pour aller un peu plus vite. Donc effectivement, on va aller chercher dans la librairie l'arme qu'on a actuellement équipée pour savoir quel est son visuel et le désactiver. La seule différence, c'est que le nom de la variable ici, ça va être Equipment System.Equipped Weapon Item. Donc l'arme qu'on a actuellement équipée, on va aller la récupérer dans la librairie. Et si on arrive du coup à récupérer l'entrée dans la librairie qui correspond à cette arme, on sait quels sont ses potentiels éléments à désactiver lorsqu'on s'en équipe ou à activer lorsqu'on s'en déséquipe. Donc au niveau du set active, on va passer la valeur enabled, qu'on a juste au-dessus. Concrètement, si on active un outil, on va désactiver notre arme, donc on veut réactiver les éléments potentiellement désactivés. Et la ligne qu'on a en dessous, elle va représenter le visuel de l'arme. Et ici, du coup, dans le set active, on veut passer l'inverse de enabled. Parce que si on active un outil, on veut désactiver l'arme. Et si on désactive un outil, on veut réactiver l'arme. On peut du coup, toujours sur Player, dans Interact Behavior, remplir les deux variables ici. Equipment System. Alors moi, je vais passer du coup par le petit point qu'on a ici et prendre Inventory et Game Manager respectivement. Je peux appuyer sur Play et du coup, lorsque je suis équipé d'une arme et que j'essaye de couper un arbre, on va voir l'arme disparaître, puis la hache apparaître, et une fois que la récolte est terminée, la hache se désactive et l'épée se réactive. Et on peut de nouveau tranquillement attaquer. Voilà pour la correction de ce petit bug visuel. Donc comme vous l'avez vu, c'était pas la correction, on va dire, la plus simple à mettre en place, mais au moins maintenant, le problème est réglé et il est réglé proprement. On va corriger un dernier problème dans cet épisode et c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est simplement le blocage du mode visée lorsque le personnage meurt. Je suis en mode visée, l'ours est en train de me frapper, il me donne le coup fatal, j'ai bien un message dans la console, player died. On peut voir que l'ours n'en a plus grand chose à faire de moi parce que je suis éliminé, je suis mort, mais pourtant mon personnage peut continuer de se déplacer en mode visée et je ne peux pas quitter ce mode. La cause de ce problème, c'est que lorsque le personnage meurt sur Player, on va désactiver Aim Behavior. On va donc désactiver la possibilité de viser, mais également de quitter le mode visé. Si je réactive ce script, on va voir que le personnage il va directement tomber au sol, et ça va un petit peu débloquer le système. Pour pouvoir traiter ce cas, on va faire un petit peu différemment de la première approche qu'on avait eue. On peut se rendre dans le script PlayerStat, et à l'intérieur, au moment de la mort du personnage dans la méthode die, on fait donc, comme je vous l'ai dit, une désactivation du script de visée. On va plutôt opter pour le fonctionnement inverse. Ce n'est donc pas PlayerStat qui va aller désactiver le système de visée, mais c'est le système de visée qui va se bloquer si le personnage est mort. On peut donc retirer cette ligne playerAimScript.enabled égale false, et on peut même remonter un petit peu et supprimer la référence à cette variable playerAimScript dont on n'aura du coup plus besoin. À la place, on va revenir sur Unity et on va aller ouvrir le script permettant la visée, à savoir donc le Aim Behavior Basic qu'on a sur le joueur. C'est un script qu'on n'a pas encore ouvert, on n'avait rien modifié à l'intérieur, nous on avait juste un petit peu bidouillé le système de déplacement.
Mais le but va être assez simple. On va ajouter une référence à PlayerStat, on a besoin d'accéder à la variable isDead de notre personnage. Donc private PlayerStat, variable qu'on va mettre en serializeField pour pouvoir la renseigner dans l'inspector. Et juste en dessous, au niveau de la fonction update, c'est ici qu'on va pouvoir faire la vérification sur la mort du personnage. On peut voir qu'il y a deux conditions principales. Une première qui nous permet d'activer le système de visée lorsqu'on appuie sur le bouton de visée et qu'on n'est pas déjà en train de viser. Du coup, on va appeler une coroutine toggle aim on. Et on a en dessous le cas inverse, si on est en train de viser et qu'on relâche la touche de visée, alors on va faire un toggle aim off. Mais nous, on va même pas aller jusque là, on va juste adapter un petit peu les deux conditions qu'on a ici. On va dire que pour viser, en plus des deux premières conditions qu'on a ici, il faut que dans PlayerStat, la valeur isDead soit à false. Donc on peut mettre double égal false ou simplement un point d'exclamation au début de l'expression. Mais on va également adapter le else qu'on a juste en dessous. On va mettre l'ensemble entre parenthèses, donc on va en ajouter une au début, une à la fin. Et juste avant la dernière parenthèse, on va mettre deux barres verticales pour dire qu'on va désactiver le système de visée si on relâche le bouton, ou alors si PlayerStat.isDead est sur true. De cette manière, le système de visée prendra toujours en compte l'état actuel du personnage. S'il n'est pas mort, on pourra toujours viser, et s'il est mort, on désactivera automatiquement le système de visée. Ça devrait suffire, on va sauvegarder. On va revenir sur Unity. Sur le script du coup aim behavior basic, il faut qu'on renseigne PlayerStat. PlayerStat qui est juste en dessous, on peut le glisser à l'intérieur. Et on va aller tester ça. Logiquement, lorsqu'on est en mode visée et qu'on est éliminé cette fois-ci, on devrait automatiquement quitter ce mode. Et on aura donc la caméra habituelle, le personnage à la troisième personne, sans la possibilité toujours de repasser en mode visée. Si je reste appuyé sur le clic gauche, il ne se passe rien, je ne peux plus me déplacer. Et voilà, encore une bonne chose de faite, un bug assez embêtant, surtout maintenant qu'on a ajouté le système de combat. Et puis on a fait le tour de cet épisode, mais ne quittez pas la vidéo tout de suite, j'ai un message important à vous faire passer concernant le prochain épisode. Il portera sur la construction. Oui, enfin, vous l'avez beaucoup demandé, c'est quelque chose que j'avais prévu de toute façon d'ajouter dans la série, et ça va venir très bientôt. La preuve à l'écran avec le prototype sur lequel je suis en train de travailler. Ce système de construction vous rappelle très probablement un jeu très connu dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Je parle évidemment de Fortnite. Je vais donc dans cette série recréer avec vous un système semblable à celui de ce jeu parce que je trouve que c'est un système qui est très permissif, qui va nous permettre de rapidement construire à peu près tout et n'importe quoi, et c'est quelque chose qui est très efficace, surtout dans des jeux à la troisième personne. Voilà donc ce qu'on va mettre en place. Cependant, malgré que le prototype, comme vous pouvez le voir, est plutôt bien avancé, eh bien il me reste encore pas mal de travail à apporter dessus. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de simplification, et je vais donc avoir besoin d'un petit peu plus de temps que prévu pour travailler sur cet épisode et vous le proposer. Je dis bien cet épisode, parce que tout le système de construction sera traité dans un seul et unique épisode. Vous me connaissez, je n'aime pas trop séparer les choses qui n'ont rien à voir, donc je préfère faire un épisode dédié, mais il sera donc un petit peu plus long. D'où, encore une fois, la nécessité pour moi d'avoir un petit peu plus de temps pour vous le proposer. Vous comprenez probablement là où je veux en venir, mais pour le dire clairement, si vous regardez cet épisode 21 le jour de sa sortie, eh bien peut-être que l'épisode 22 qui traitera les constructions ne sortira pas pile une semaine après. Il me faudra peut-être quelques jours de plus. J'espère ne pas dépasser une semaine supplémentaire pour ne pas trop faire attendre la série et vous faire attendre. Mais c'est un gros système et on va avoir pas mal de cas à traiter. En tout cas, j'ai très hâte de vous le présenter. D'ici là, portez-vous bien, comme toujours. Je vous rappelle que si vous souhaitez me soutenir financièrement, si vous appréciez mon travail et plus généralement ce que je propose sur YouTube, vous pouvez me soutenir sur les plateformes Tipeee et Utip. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Salut.